Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette quotidienne du 23 mars. Aujourd'hui et en ce moment, on va dire sur les cryptos, c'est un moment qui est difficile. On va essayer d'aller voir pardon, les news un peu macro et on va essayer de suivre un peu la cyclicité qu'on a l'habitude de connaître sur les cryptos. On va essayer de regarder voir si on suit cette cyclicité, etc., où est-ce qu'on se trouve. Et on commence directement avec la note des cryptos comme d'habitude, où on voit qu'on est plutôt pas mal dans le rouge actuellement et il y a quelques dossiers qui sont pas mal dans le vert. Alors WorldCoin, il me semble que c'est lié à une news. Je pense qu'ils ont mis une partie de leur code sur GitHub. Du coup, ils sont un petit peu open source, mais pas totalement. Et je pense qu'ils partent de tellement loin en fait. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, hein, c'est une crypto qui a été fondé par Sam Altman, donc le fondateur d'OpenAI, et qui scannait la rétine des gens majoritairement dans les pays qui étaient très peu développés, parce que bah, en fait, il distribuait 50 ou 60 dollars en WorldCoin à ces gens-là. Et du coup, il récoltait de la data, des gens, je pense qu'ils savaient même pas ce qu'ils faisaient, et clairement, c'était vraiment pas très éthique, et ça se comporte plutôt bien. Et aussi sur WorldCoin, une chose qui est assez intéressante selon moi, mais pas très good en fait, c'est simplement Vitalik Buterin qui aime pas mal le projet WorldCoin, puisqu'il y avait une conférence en Asie sur tous les projets de l'IA, et Vitalik Buterin y était, et il a fait un speech avec un des fondateurs de BitTensor par exemple, et c'est à cet événement-là que Vitalik Buterin a avoué, entre guillemets, annoncé qu'il suivait pas mal le projet WorldCoin et qu'il était en train de se renseigner sur ce qu'était BitTensor Tao. Et évidemment, c'est quelqu'un de très intelligent et je pense que son avis va évoluer tout simplement avec le temps. Et un dossier qui prend assez cher, bah déjà on a X qui est à la 99e place, donc qui va, je pense, bientôt définitivement sortir du top 100, heureusement, et enfin. Et ensuite on a Caspa aussi qui prend toujours assez cher, il avait bien pump il y a un ou deux jours et il se ramasse juste après. Niveau des volumes, on est plutôt faible, mais c'est normal, hein, c'est pour un samedi, c'est normal. On est au niveau de 40 milliards sur BTC et des 20 milliards sur Ethereum, et le reste dans le classement, il n'y a rien de très important. Maintenant, la news qu'il ne faut pas oublier, je pense, c'est tout simplement le halving. Donc le halving, bah, tout le monde sait ce que c'est évidemment, et ça arrive dans moins d'un mois. Moi, je me sens que je regardais ça souvent quand c'était il y a 200 jours, etc., etc. Et là, ça arrive bientôt, c'est dans moins d'un mois. Et historiquement, c'est très possible, quand je vous parlais de cyclicité dès le début, c'est très possible qu'il y ait une sorte de ralentissement au moment du halving. Déjà, rien que ça peut faire un buy the rumor, sell the news. En fait, tout le monde va attendre le halving, tous les nouveaux venus vont attendre le halving, etc. Et en fait, ça va arriver du jour au lendemain et ça va pas sortir du tout le halving. Et du coup, c'est possible qu'on fasse un buy the rumor, sell the news, qu'on buy the rumor depuis des mois et des mois. Et le jour où ça va venir, bah, les gens ils vont s'imaginer en fait naturellement que le prix il va pumper dès le jour même en fait, mais pas du tout parce que le halving c'est quelque chose qui est assez gros, qui se passe sur toute la blockchain Bitcoin du coup, et ça met du temps avant que ça se ressente dans l'offre disponible en fait. Et donc c'est très possible que comme d'habitude, on ait un petit ralentissement au moment du halving, et ça se trouve, il commence dès maintenant. Donc ça se trouve, aujourd'hui 23 mars, pendant 1, 2, 3 mois, on peut peut-être ranger, on peut latéraliser, on peut peut-être corriger, en attendant que le marché se vide un peu de l'euphorie qu'il a connue durant les derniers mois, et ensuite on repart vraiment pour entre guillemets, notre impulsion finale de bull market, de bull run, pendant au moins 6 mois, un an, on va dire jusqu'à deuxième moitié 2024 et peut-être début 2025. Donc voilà ce que j'en pense. On ira voir le graphique sur BTC et aussi je vais vous expliquer ce que moi je fais en fonction de ces pensées-là tout simplement en termes d'investissement. Ensuite, alors oui, au début je vais passer quelques news assez éloignées de la crypto parce que tout simplement je pense que ça peut impacter nos investissements en crypto tout simplement. Le premier, c'est Sarfia qui nous annonce que, après la news elle a été relayée un peu partout, mais que la propagation d'une bactérie mortelle pouvait entraîner une défaillance des organes et causer la mort d'un cas sur trois. En gros, c'est Covid-like, mais c'est plus dangereux. Donc ça, il y en a déjà eu pas mal, des annonces comme ça depuis le Covid, mais moi, ça me rappelle juste comment moi j'ai appris l'existence du Covid. Je l'avais appris genre en décembre, en janvier, j'avais lu une news comme ça, et je m'étais dit, putain, imagine, ça arrive chez nous et ça devient un truc de dingue, et bah 3 mois après, c'était un confinement mondial, quoi. Et je sais pas, là, ça me fait penser un peu la même chose. Et forcément, si ça arrive, on n'est pas à l'abri d'un nouveau Black Swan, d'un nouveau flash crash, comme on avait eu au Covid. Après, est-ce que c'est probable? Non, quand même pas. C'est possible, mais c'est quand même pas probable. Ensuite, autre news qui est extérieure crypto, mais pas tant que ça, c'est une vulnérabilité dans les puces de la série M d'Apple. Donc, c'est les puces d'Apple, hein, M1, M2 et M3, permettent d'extraire les clés privées crypto des appareils Mac. Donc, moi, actuellement, je suis sur un Mac et j'ai mon compte MetaMask, etc. J'ai très peu de wallets en réalité, mais j'ai quand même mon compte MetaMask dessus, et ben faut faire attention. Pour l'instant, je pense que c'est plus du FUD. Je pense pas que ce soit, enfin après la news elle était tellement relayée, donc je pense que c'est vrai, mais ça me paraît bizarre que je n'ai vu
qu'une personne se plaindre de s'être fait siphonner. Parce que si c'est vrai, bah, tous ceux qui ont des Macs, s'il y a une faille ça va être utilisé, quoi, tu vois. Tous les hackers, ils vont l'utiliser. Et bah, tout simplement, tous ceux qui ont des clés privées, tous ceux qui ont des portefeuilles crypto, ça peut être Ethereum, MetaMask, ça peut être n'importe quoi, Tao, etc., sur des Macs, bah, ils vont se faire siphonner. Et pour l'instant, je n'ai pas vu, donc ça me semble bizarre. Déjà, rien qu'en 2-3 jours, il y a eu la news, mais il n'y a eu aucun siphonnage de wallet. Donc on va voir ce que on va avoir pour le jour d'après si ça s'avère être vrai ou pas. Mais en tout cas, il faut faire attention, tous ceux qui ont des Macs, qui ont des très gros wallets, etc. Typiquement, moi, si j'avais mes gros wallets sur mon Mac, j'aurais pris des mesures. J'aurais acheté un autre ordi, j'aurais déconnecté mes clés privées. Je pense que j'aurais changé de wallet carrément. J'aurais fait des choses simplement parce que pour certains, la majorité de nos fonds sont sur des wallets connectés à des browsers en fait. Parce que Ledger, Tangem, etc., ils n'acceptent pas encore les Tao, les Caspa, les Alephium, les Cubic, etc. Donc clairement, si c'est votre cas et si vous avez la majorité de vos fonds sur votre Mac, faites attention. Mieux vaut prévenir que guérir, clairement. Et ensuite, dernière news un peu extérieure, je pense que tout le monde l'a vu, c'est simplement les attentats à Moscou. Après, bon, ça, comment dire, c'est délicat d'en parler sur une chaîne crypto, mais si on reste focus simplement sur ce que ça peut engendrer, bah ça peut quand même dégénérer vite. Après, encore une fois, je pense pas que ce soit probable, je pense juste que c'est possible. C'est dur de mettre un pourcentage de probabilité, tu vois, mais je pense que c'est moins de 5%, tu vois, moins de 5-10%. Mais dans le cas, il faut être prêt en fait à réagir s'il se passe quelque chose. Tu vois, si ça dégénère, je sais pas, c'est une mauvaise annonce. Moi, je me souviens de l'annonce du Covid, et bah c'était le bordel partout, c'était la fin du monde. Ça se trouve, dans 6 mois, on aura la même news sur une guerre ou quoi que ce soit, sur des gros pays, des pays développés qui rentrent en guerre, etc. Et bah, je pense que si c'est le cas, il faut totalement se préparer. Et moi, je sais pas comment je ferais, mais je trouverais forcément du capital. Parce que, comme je disais, il me semble que c'était Churchill. Bah, rien ne vaut une bonne crise, c'est triste à dire, c'est horrible, mais forcément des gens qui peuvent en profiter, et je préfère faire partie des gens qui peuvent en profiter et qui trouvent un petit peu de, comment dire, de contrepartie dans le malheur, et et investir en fait, parce que je pense qu'aujourd'hui quand on regarde les graphiques au moment du Covid, bah, c'était une opportunité de dingue, c'était une entrée de dingue. Après, est-ce que je souhaite que ça arrive? Évidemment pas, parce que ça veut dire que plein de gens vont perdre beaucoup trop de choses, donc je préfère que personne ne perde quoi que ce soit, mais dans le cas où ça arrive, bah, ça ne dépendra pas de moi, et je pense qu'il faudra en profiter, et clairement, moi si ça arrive, je pense que si le Bitcoin il perd 30, 40, 50%, bah, j'achèterai du BTC, parce que il pourra très bien être utilisé comme réserve de valeur, c'est ce pourquoi il est destiné à être. C'est ce pourquoi il est destiné, tout simplement, pardon. Et voilà, donc voilà. Je dis pas qu'encore une fois, je dis pas que c'est probable, je dis juste que je me prépare à cette éventualité-là. Et dans le cas où ça arrive dans 3 mois, bah, je commence dès maintenant à penser à ce que je ferai et à comment je trouverai du capital. Ensuite, on a une news qui est un peu plus par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous sortir une vidéo cet après-midi, fin d'après-midi, heure française, qui va traiter de Bit&Sword Tao avec toutes les annonces qu'il y a eu. Et on va essayer de décrire un petit peu tout ça, d'analyser tout ça et de regarder vers quoi Tao se dirige. Et clairement, c'est extrêmement bullish. Donc, je vais essayer simplement de vous relayer les news sans être trop bullish, mais on verra ça tout à l'heure. On a le CEO de Stability AI, que je ne connaissais pas, qui resign, donc qui step down, qui démissionne, parce que, donc ça c'est ces mots, vous n'allez pas battre de l'IA centralisée avec encore plus d'IA centralisée. En fait, il y a un courant de pensée dans tous les gens qui sont... Parce que c'est une communauté, hein, l'intelligence artificielle. Nous, on est dans les cryptos, et dans les cryptos, on est niché IA, tu vois. Généralement, nous, on est... On est d'abord crypto avant d'être IA par exemple. Et donc l'IA c'est toute une autre communauté. Et en fait petit à petit, du coup je viens de vous parler de Tensor Tao, mais on a des gens qui, est-ce que je vous l'ai mis juste après? Je pense pas. Mais on a des gens qui viennent du monde de l'intelligence artificielle, qui découvrent Tao et qui entre guillemets sont fans de Tao ou qui adhèrent complètement à l'idéologie et à la technologie de Tao. Lui clairement je pense que ça va être un des gens dans ce cas-là. Et on a ici exactement le même exemple où posez-moi n'importe quelle question, j'y répondrai. Qu'est-ce que tu penses sur Bit&Sword? Et bien, il dit que je suis en train de rechercher le dossier et que pour l'instant ça a l'air pas mal et que en gros je vous ferai ma conclusion dès que j'aurai fini de dig. Et en gros il a mentionné quelqu'un qui l'aidait à faire ses recherches. Et ce mec-là, c'est simplement un gars qui a fait une interview. Je vous encourage à aller la chercher, vous allez la trouver. Vous allez la trouver si vous la cherchez. Il s'appelle Gigi du coup. Et ce mec, c'est un fondateur d'un fonds de venture capitaliste spécialisé dans l'open source. Son fonds c'est OSS, Open Source, quelque chose, j'ai oublié. Et en gros, il gère quelques centaines de millions, 200-300 millions, et il a investi 25 millions de dollars dans Bit&Sword Tao il y a quelques semaines. Et du coup, lui, c'est l'exemple parfait d'un gars qui vient... Bah regardez, c'est lui si vous voulez son Twitter. C'est un gars qui vient du monde traditionnel, qui
a découvert Tao, qui avait connaissance des cryptos, mais sans vraiment s'y connaître non plus de dingue, et qui du coup est tombé entre guillemets amoureux de Tao. Et ça, je pense que c'est une des forces, parce que je pense moi que c'est un des seuls projets qui est tellement fort fondamentalement qui puisse faire ça. Je le mets dans la même catégorie que Bitcoin, simplement. Typiquement, si vous allez parler de, je sais pas quoi d'autre, n'importe quel autre projet, il y a très peu de projets qui ont les bagages pour convaincre des gens qui ne sont pas dans l'écosystème crypto. Et je pense évidemment que c'est une excellente force pour des projets, et même en termes d'investissement, ces gens-là, à chaque fois, tous les gens que je vous montre, c'est des gens qui ont des très grosses communautés et qui sont écoutés par toute la communauté AI. Dans la communauté AI, typiquement, il y a Elon Musk, il y a tous les fondateurs, il y a le fondateur d'OpenAI, etc. Et je pense que petit à petit, il y en aura de plus en plus qui vont venir vers l'écosystème Tao, simplement parce que c'est le seul projet qui fait vraiment l'intelligence artificielle, mais décentralisée, open source. Et clairement, il y a des gens qui ne savent pas que BitTensor existe et qui cherchent BitTensor. Typiquement, c'est le cas de ce mec-là. Lui, ça fait des mois qu'il dit ouais, il faut open source l'IA, il faut open source l'IA, comme Elon Musk, comme plein de monde. Et c'est des gens qui ne connaissent pas BitTensor en fait, et qui vont se rendre compte simplement que ça existe en fait, de l'IA open source. Maintenant, on passe un peu plus sur, on se recentre un peu plus sur les cryptos et sur BTC. On a un indicateur que j'avais jamais regardé sur des time frames aussi élevés, donc c'était très clairement intéressant. C'est donc Tony the Bull qui nous dit que quand les bandes de boulanger en un mois, donc les bandes de boulanger, c'est un indicateur technique qui juge la volatilité d'un actif. Plus les deux bandes de boulanger se rapprochent, plus il y a une compression de la volatilité et plus le prochain mouvement qui va venir va être explosif, qu'il soit à la hausse ou à la baisse. En gros, il ne te dit pas si le prix va aller à la hausse ou à la baisse, il va juste dire si ça va exploser ou pas, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Et lorsqu'on le regarde en monthly, c'est très intéressant. Hop, c'est long, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. C'est que on voit que dès que les bandes de boulanger commencent à former une sorte de bottom, arrêtent de s'expand, et bah à chaque fois c'est vraiment le top de marché. Donc pour l'instant encore on est juste là, hein, mais après il faut vite voir que lorsque la pente commence, ça va extrêmement vite, et je pense qu'en 6 mois on passe d'ici à ici par exemple. Mais lorsqu'on sera tout en bas, et je pense que ça sera un des indicateurs assez intéressants pour voir qu'on sera potentiellement en top de marché. Il y a celui-là que je regarde sur du long terme, après il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs, je vous ferai des vidéos lorsqu'on se rapproche des tops avec tous les indicateurs. Ensuite, autre news assez intéressante, pareil assez niché sur un seul des projets, c'est sur Alephium. Alephium, il y a eu un hackathon, donc un hackathon c'est pour attirer, c'est des cash prizes pour attirer des développeurs à venir développer tout simplement des applications sur l'écosystème d'Alephium, parce qu'on rappelle qu'Alephium c'est une blockchain de Layer 1 qui est extrêmement prometteuse. Moi j'ai pas mal misé dessus, et le principe d'une blockchain Layer 1 c'est qu'il y ait tout un écosystème qui se développe dessus, d'accord. Clairement les smart contracts sont déjà disponibles sur Alephium, on peut déjà le faire, etc. Donc il faut qu'il y ait de l'activité, il faut que ça attire de la liquidité, il faut qu'il se passe des choses sur la blockchain parce qu'elle a été créée pour ça. Et du coup ils ont fait un hackathon qui a duré quelques semaines, et là ils ont annoncé les winners. Donc le premier a pris 15 000 $, le deuxième a pris 10 000 $, etc. Mais entre guillemets, tant mieux pour eux, mais nous ce que ça nous apporte c'est que ça va ramener, ça a éclairé un peu l'écosystème de Alephium, et ça a ramené de l'activité dessus, des développeurs forcément qui sont venus build un petit peu pour ce hackathon, qui vont rester sur la blockchain Alephium. Et il y a moyen que si vraiment le courant passe et que Alephium vraiment développe un vrai écosystème, je pense que pour le bull run qui arrive, ça peut vraiment être un des gros winners de la prochaine année, on va dire. Passons maintenant sur l'analyse graphique. On est sur BTC, je suis repassé en weekly. Donc dans la dernière quotidienne, il me semble de souvenir, de mémoire, que le BTC se remettait plutôt bien de sa première correction. Je pense qu'on sortait de notre mèche et on était à peu près au même prix qu'ici. Il était soit ça repartait, ou soit on faisait une correction ABC. Je pense que je l'avais montré en daily. Pour l'instant, vu qu'on est dans le rouge, on semble se diriger vers ce cas-là. Mais si on prend, sans regarder vraiment l'analyse technique en court terme, on regarde simplement un monthly. Attends, c'est catastrophique, ce wifi. C'est catastrophique. Bon, on va rester en weekly, je pense. C'est catastrophique. Ok, faisons ça. Parce qu'en monthly, ce serait mieux que je vous montre le graphique, mais je sais que ça fait 7 mois, ça fait 5, 6, 7 mois qu'on est absolument dans le vert. Donc c'est assez dingue. Bon, c'est pas grave, BTC, je la passerai tout à l'heure dans une deuxième vidéo, mais on est dans le vert depuis très très longtemps. Et même en weekly, là, on arrive à le voir. Franchement, on est qu'au tout début d'une grosse correction. J'ai l'impression que c'est la mort sur tous les réseaux sociaux, etc. Moi, demain, on va au niveau des 53 000 $. Le portefeuille, évidemment, qui prendra cher, mais entre guillemets, je suis préparé à ça. Il n'y a absolument rien d'anormal d'aller retoucher les 50 000 $, d'aller se faire supporter sur ces niveaux-là. Ce serait pas du tout alarmant. On continuerait dans notre tendance haussière, etc. Il y aurait vraiment rien de grave. Et l'idéalement, moi, ce que je préférerais, ce serait simplement qu'on latéralise, disons, entre les 56 et les 70 000 $. Alors oui, c'est un gros range, mais typiquement qu'on latéralise comme ça jusqu'à 2-3 mois après le halving, pourquoi pas même
pour prendre l'été. Et pendant ce temps-là, les altcoins qui prennent un peu plus de force, un peu plus de force. Et une fois que le halving il est passé, on respecte vraiment notre cyclicité, comme je disais au début de vidéo. Et pourquoi pas en septembre, vraiment, une fois que tout le monde rentre des vacances, le BTC part phase de 65 000 à son top et que tout monte et que on connaisse vraiment notre vrai bull market comme on l'a toujours connu. Je préférerais ça, ce scénario-là, on range pendant quelques mois plutôt que d'ores et déjà on ait fini notre correction et qu'on aille directement taper les 100K dans quelques semaines, même si je pense que c'est pas très... c'est pas probable. Voilà, je préférerais qu'on latéralise un peu plus longtemps. En fait, je pense que c'est mon VPN qui est off. Je vous dis ça comme ça, mais je pense que là, les prix bougent pas. Et en fait, vu que je suis en Chine, je suis tout le temps sous VPN. Et là, je pense que mon VPN est off. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Niveau Dogecoin. Dogecoin, c'est une crypto qui aurait pu m'intéresser. Malheureusement, elle a un peu trop capitalisé pour moi. Mais je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont en portefeuille. Et je pense que c'est vraiment pas bête. Limite d'acheter plus du Dogecoin, pardon, même par rapport à des cryptos qui sont solides, qui ont un gros projet derrière, etc. Parce qu'en fait, Dogecoin, ça représente simplement la psychologie humaine derrière et c'est une des seules cryptos qui a continué à bien performer à travers les cycles. C'est une des cryptos qui existe depuis 2014, 2015, je sais plus, et c'est une des seules qui a réussi à survivre avec, même elle était avant ETH, avec Cosmos, et XRP, Dogecoin a bien mieux performé qu'XRP, hein, XRP n'a pas trop bougé à travers les cycles, et niveau price action, donc on avait bien pump pendant toute cette folie des mêmes coins, on était venu retoucher notre reload zone en longue, et là on est reparti un petit peu, donc c'est, pour tous ceux qui ont du Dogecoin, c'est très intéressant. Moi je pense que si je devais faire un portefeuille avec un rendement assez faible, entre guillemets, si j'avais voulu viser un x3, disons x3, x4, clairement j'aurais pris un bon bac de Dogecoin, pourquoi pas dans les 15% carrément, parce que je pense simplement que il n'y a rien derrière, on ne peut pas être déçu par Dogecoin, et en fait il y aura toujours cette folie des mêmes coins comme on l'a vu durant ces dernières semaines, et en fait je pense que Dogecoin c'est fait pour rester, il y a une communauté derrière de dingue, et voilà, c'est extrêmement bien, limite je crois plus en Dogecoin sur le long terme que d'autres très gros projets comme XRP, comme Cardano, comme des projets comme ça. Un des gros débats pour moi, ce serait est-ce que je crois plus en Dogecoin ou en Ethereum. Ça, je pense qu'il faudrait se poser pour vraiment y réfléchir. Mais à horizon 10-15 ans, c'est intéressant de se poser la question. Bon, ça sera pour une autre vidéo. Ça me perturbe que rien ne bouge. Tant pis. Ensuite, on a Kaspa. Kaspa qui est assez intéressant aussi. On était venus se faire supporter pile poil sur la zone des 0,786 et on avait vu dans la dernière vidéo qu'on avait bien rattrapé pas mal de notre correction. Cependant, on est en train de se faire rejeter pile poil sur cette nouvelle résistance horizontale qui était auparavant un joli support qui nous avait bien supporté ici et on n'arrive pas à la passer. Donc en gros, malheureusement, c'est un price action qui est assez bearish parce qu'on a fait un haut plus bas que les précédents et là le but du jeu pour les bières, ça va être d'aller faire un bas plus bas que celui-ci et ça veut dire qu'on va retracer toute la montée qu'on a faite et clairement ça représenterait une très mauvaise dynamique pour Kaspa, mais ça représenterait des très bons points d'entrée et ça se trouve, je pense que si on arrive à ces points d'entrée là, je pense que même moi, pourquoi pas, je re-rentrerai. Moi je suis rentré initialement un peu plus bas qu'ici, je suis sorti vers là je pense, et je pense que si on retouche ces points là, il y a moyen que je refasse un peu d'arbitrage dans mon portefeuille et que je rachète un petit peu de Kaspa. Ensuite, on a du Tao. Donc Tao, intéressant. Là, je suis en 4 heures. C'est une time frame assez faible. En réalité, j'ai pas besoin de connexion Wi-Fi. Maintenant que j'ai tous les graphiques. Niveau Tao, parce qu'après, je vais vous passer, je pense, le plus gros time frame après. Le point à vraiment défendre en 4 heures, c'est les 522. Typiquement, également, je pense que pour ceux qui veulent accumuler, je pense qu'il y a des gros joueurs qui sont en train d'accumuler Tao. Typiquement, si on veut être en accumulation de week-off, on va venir chercher juste ce prix-là pour que tous ceux qui paniquent vendent leur Tao ici. Et c'est là où les grosses baleines et les gros porteurs vont venir trouver le contrepartie et ils vont pouvoir réaccumuler fortement du Tao. Donc moi, franchement, Tao, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher les 500$. Et après, bon, j'ai plus de liquidité et je vais clairement pas les vendre à ce prix-là. Ensuite, d'autres dossiers qui sont intéressants. On avait Chainlink qui résiste plutôt bien à la baisse pour l'instant. On avait SECAV, malheureusement, qui est un très joli, en train de se faire une jolie structure baissière avec un bref structure. On a fait un point bas plus bas que le précédent. On a Atom, pas Atomicals, le Atom normal, qui est très en retard par rapport à toutes les autres cryptos. Je sais que beaucoup de monde en a et on est typiquement dans notre zone d'accumulation. Maintenant, l'enjeu pour Atom, ça va être pour tous ceux qui veulent faire une rotation de bague, Atom, ça semblera intéressant lorsqu'on sera en train de breakout ce range d'accumulation parce que typiquement depuis les bear markets, on a pour tous les projets, on a des trucs comme ça, vous pouvez regarder tous les graphiques, ça arrive très souvent pour tous les projets, sauf pour ceux qui sont en retard comme Atom, on a notre gros range d'accumulation, ici on a un breakout, on a un pullback généralement à chaque fois sur le top de cette box, et ensuite on a notre période d'expansion où l'idée ça va être d'aller péter les anciens ATH. Et en dernier,
qui est très intéressant, c'est simplement Nvidia, où Nvidia qui connaît une impulsion de dingue, et au niveau du RSI, parce que c'est même en bourse, c'est extrêmement pertinent, on est clairement en surchauffe sur Nvidia, et on est un petit peu ici lorsqu'on était au niveau des 400, et en fait on voit que le RSI commençait clairement à être en surchauffe, et en fait on a simplement fait un range, donc en gros ça représente un momentum de dingue, et juste le fait de range, on est venu se faire supporter pile poil sur les 50 du RSI en weekly, et ensuite on est reparti en impulsion haussière une fois que le RSI avait repris du mou, etc. Là typiquement je pense que ça va être compliqué de passer les 1000$, après ça se trouve la bulle de l'IA va tout exploser, mais je pense que ça va être pas facile d'exploser les 1000$, donc pourquoi pas venir se casser la tête un petit peu sur les 1000$, faire un range comme ici, une sorte de bull flag, laisser le RSI respirer jusqu'aux 50$, et ensuite reprendre vraiment une grosse impulsion haussière. Et pourquoi je vous parle d'NVIDIA? Simplement parce que je pense que si c'est le cas, ce sera bien évidemment bullish pour toutes les cryptos IA. Écoutez, merci de votre attention. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez aimé. Et je vous dis à tout à l'heure pour une news et une vidéo très intéressante, je pense, sur Tao. Je vous dis ciao ciao.